Dans une précédente vidéo, nous avons vu que ce que nous appelons aujourd'hui le palais de l'Élysée est à l'origine un hôtel particulier du XVIIIe siècle, l'hôtel d'Évreux, devenu pleinement un lieu de pouvoir sous Napoléon. À partir de cet héritage, comment l'Élysée en vient à être la résidence stable du chef de l'État républicain? Le palais accueille le pouvoir présidentiel dès 1848. Le premier président de la Seconde République, Louis-Napoléon Bonaparte, s'échappe toutefois très vite pour investir le palais des Tuileries. C'est en fait dans le cadre de la Troisième République, dans les années 1870, que l'ancien hôtel d'Évreux devient réellement un palais républicain. Mais il n'est pas initialement un lieu de gouvernement. L'Élysée sert d'abord aux fonctions de représentation. Il est la salle des fêtes de la République. Au moment de l'installation pérenne de la République en France, entre 1870 et 1873, l'Élysée revient à l'esprit du pouvoir pour deux raisons. D'une part, la République, proclamée le 4 septembre 1870, doit se retirer à Versailles, devant le siège de la ville et les troubles de la Commune. Le premier président, Adolphe Thiers, réside donc entre janvier 71 et mai 73 à la préfecture de Versailles. Lorsque le pouvoir retrouve Paris, l'Élysée a le grand avantage d'être toujours debout. Les communards, souhaitant effacer les traces de l'histoire, ont en effet incendié et souvent détruit les lieux symboliques du pouvoir. Les Tuileries, le palais d'Orsay, le palais royal et l'hôtel de ville. L'Élysée est l'un des seuls bâtiments politiques en état d'accueillir la présidence parce qu'il n'a pas été perçu par les incendiaires comme un lieu important. La deuxième raison, c'est que la fonction présidentielle est profondément contestée au début de la Troisième République et va devenir un pouvoir limité, sinon tout à fait effacé. Alors que les lois constitutionnelles de 1875 ont initialement donné un pouvoir fort au président, une crise politique majeure va infléchir l'interprétation de ces lois vers une soumission du président. Le 16 mai 1877, le président de la République, Patrice de Mac-Mahon, un militaire monarchiste, renvoie soudainement le président du Conseil et dissout la Chambre des députés. Cette crise met à jour la divergence entre une conception monarchiste du pouvoir présidentiel, dont le pouvoir serait supérieur à celui des chambres, et une conception proprement républicaine, qui ferait du président un simple symbole, le gouvernement étant soumis au Parlement. La crise s'achève en 1879 par la victoire des idées républicaines après la démission de Mac-Mahon et l'élection de Jules Grévy, qui s'engage à ne pas entrer en conflit avec le Parlement. Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ces organes constitutionnels. C'est l'aveu de l'effacement du pouvoir présidentiel. À partir de 1879, l'autorité du président est essentiellement symbolique. Il ne peut prendre de décision sans le contre-seing des ministres et le principe de responsabilité présidentielle s'efface. Le gouvernement, dirigé par le président du Conseil des ministres, émane et est responsable devant le Parlement, en particulier la puissante Chambre des députés. L'Élysée, petit palais en mauvais état et en marge des lieux traditionnels du pouvoir, devient le symbole de ce président faible, dénué de pouvoir réel, réduit à des fonctions symboliques. Ancien lieu de réception, ancienne salle de bal, l'Élysée devient lieu de représentation. C'est la grande salle de réception de la République. En 1879, on ajoute un jardin d'hiver, puis, 10 ans plus tard, une salle des fêtes, construite en hâte afin d'accueillir les réceptions de plus en plus importantes, dont les garden parties à partir de 1900. La salle des fêtes a en fait une prise au sol plus importante que le bâtiment principal lui-même. On installe aussi un salon de billard, l'une des pièces ordinaires des bals au XIXe siècle. Deux autres modifications expriment le privilège des fonctions de représentation. Le symbole même de l'Élysée Troisième République est une grande marquise métallique, ironiquement appelée la cage aux singes, masquant la façade sur la cour d'honneur et qui sert de vestiaire pour les invités des réceptions. D'autre part, on retourne la géographie du palais en ouvrant une nouvelle entrée du côté des Champs-Élysées, matérialisée par la grande grille du Coq. Les jours de fête,
On entre par le jardin et on se dirige directement vers la pelouse ou la salle des fêtes. Entre 1873 et 1947, on tient alors au palais les plus grands banquets, les plus fastueuses réceptions de l'histoire de la République, qui ont donné à certains présidents, en particulier Félix Faure, le surnom de président Soleil. En septembre 1900, le président Émile Loubet réunit dans les jardins 22 000 maires de communes françaises pour une immense réception qui restera comme l'une des plus importantes de l'histoire contemporaine. L'Élysée est alors le domaine d'un président qui, selon une formule célèbre de Charles de Gaulle, est réduite à l'inauguration des chrysanthèmes.